Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous remercie de suivre cette vidéo. Abonnez-vous sur nos plateformes X, Facebook et YouTube. Partagez les vidéos sur vos murs. Invitez vos amis à suivre la vidéo sur vos murs. Et souscrivez à notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Mettez également votre commentaire, vos impressions à la fin de la vidéo en dessous. Ça permet que nous aussi, on puisse apprendre, hein, parce qu'on ne sait pas tout, mais aussi qu'on puisse échanger pour savoir exactement ce qu'il en est, parce que ici, c'est un espace, c'est une communauté. Voilà. Je fais cette vidéo pour parler de raffermissement des relations entre les États-Unis, les institutions de Bretton Woods et les pays de l'AES. C'est important. Comme l'avait dit le vieux Houphouët-Boigny dans son bureau à l'Assemblée nationale française, le jour où le Sahara va transformer ses immenses richesses, ses matières premières, le monde tremblera. Voilà, c'était une prédiction, une prophétie de Félix Houphouët-Boigny. Et cette prophétie de Félix Houphouët-Boigny, je pense qu'elle se réalise, hein, petit à petit. On peut le voir, elle se réalise dans le sens où les pays du Sahel qui ont énormément de richesses en eau de surface, en eau souterraine, en pétrole, en gaz, en uranium, en teston, en lithium, en phosphate, tout ce que vous voulez. Ces pays du Sahel-là ne se sont pas développés pendant longtemps parce qu'ils étaient confrontés à des défis sécuritaires. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de Séni Kountché au Niger, après sous Yamego avant Sankara au Burkina Faso, et déjà sous Modibo Keïta au Mali. C'est des pays qui ont toujours été enclins à de l'insécurité. Et nous savons tous où vient cette insécurité-là. Hein, c'est plus ou moins la puissance tutélaire parce que, comme on dit, c'est dans le désordre, hein, il y a une histoire au Cameroun, on dit que si vous êtes dans un endroit bien où toutes les règles sont là, c'est-à-dire un jardin où tout est planté, les chemins sont tracés, ça devient difficile de piquer quoi que ce soit. Mais si vous êtes dans la forêt où il n'y a aucune règle, il y a des fauves qui rugissent, les gens fuient, ça court dans tous les sens, vous avez toutes les chances de vous servir. Donc, quand il y avait le désordre dans ces endroits-là, ça n'a pas permis le développement, ça n'a pas permis d'optimiser le potentiel. Je n'invente rien. Vous voyez par exemple au Mali ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui ont exploité l'or pendant une trentaine d'années et on ne retrouve pas dans les caisses du trésor le moindre centime qu'ils ont versé. Et quand on leur demande c'est comment, ils brandissent une convention qui dit on les exonère d'impôts. Est-ce que ça existe un pays au monde où on vient puiser les richesses des gens sans payer les impôts et les droits? Ça n'existe pas. Tout ça, c'est parce qu'il y avait l'insécurité. Bon, l'insécurité, ce que je veux dire, sans soulever une polémique, c'est que l'insécurité au Sahel, l'un des premiers endroits où on a commencé la réflexion sur l'insécurité au Sahel, c'était aux États-Unis. Et c'était d'ailleurs une Malienne. Je ne veux pas donner son nom ici. Je ne veux pas exposer les enfants des gens. C'était une Malienne et qui était bien partie pour être membre du Conseil de sécurité nationale si la première femme à se présenter comme candidat aux États-Unis était élue. Donc, il y a beaucoup de gens à Washington, parmi lesquels des Africains, mais surtout avec le leadership d'une Africaine qui avait travaillé pour mettre en place qui avait travaillé pour mettre en place des ressources, hein, pour que ici, notre Congrès, notre Sénat commence à s'intéresser, à se pencher sur la question de la sécurité dans le Sahel. Et je pense que, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi, je pense que notre pays a joué un rôle important dans la chute de Compaoré, Blaise Compaoré, qui était la pierre angulaire sur laquelle a été bâtie l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Parce que très souvent, là, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de lui. Je ne veux pas aller dans tous les détails, mais ça a été la pierre angulaire sur laquelle a été bâtie l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de choses,
je ne suis pas dit là, l'insécurité, voilà. Donc, beaucoup de choses sales qui ont été faites. Moi, j'ai été choqué la dernière fois, je regardais Guy Laberty chez Théophile Kouamouo, le média.fr, et Guy Laberty, Kofi Kouamouo lui a posé une question. Que savez-vous de Guéradine Baradon qui a été éliminé par les services secrets camerounais en lui disant que Compaoré a utilisé pour faire des sales choses au Burkina, en Sierra Leone et au Libéria. Donc, Théophile Kouamouo, qui était le conseiller à la communication de Laurent Gbagbo, est bien placé pour savoir beaucoup de choses. Donc, Guy Laberty n'a malheureusement pas répondu à la question. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'insécurité et dans ce pays-là, les gens ont travaillé à réduire l'insécurité. Certes, les gens vont me dire là, oui, mais nous étions partis de la guerre en Libye et cette guerre en Libye a fait dégénérer, a fait répandre des armes dans le Sahel. C'est ça qui a apporté le désordre. C'est vrai, mais je pense aussi qu'on a travaillé, on a coopéré. Je vais parler dans les détails. On a coopéré d'une manière ou d'une autre pour que l'insécurité revienne. Deuxièmement, quand les pays du Sahel ont sollicité qu'on retire nos bases militaires et nos hommes, nous l'avons fait sans, je veux dire, sans leur jeter les bombes sur la tête. Ça a été un dialogue compréhensible, les gens ont discuté, on a vu comment ça s'est passé au Niger, ils ont retiré, et ici, il n'y a jamais eu une objection, par exemple, une opposition à... On a compris que les pays du Sahel recherchent leur sécurité. Et nous, ici, là, quand on a l'occasion de rencontrer des élus, on n'a jamais manqué de leur en parler. De dire, voilà, il y a vraiment des problèmes d'insécurité dans cette zone-ci, sahélienne. Je dis ça parce que ça touche mon propre pays, le Cameroun. On a eu Boko Haram. Tous, nous avons perdu un membre de famille dans l'armée. Moi y compris. On a perdu des membres de famille, on a perdu des amis d'enfance. Dans l'armée. Ils sont allés au front, pam, 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 ils sont tombés. Moi, je regarde les messages WhatsApp ici, je regarde, puis ça, j'ai archivé ça dans un cloud. Parce que quand je regarde ça, j'ai les larmes aux yeux, je pleure. Comment ils décrivaient les conditions pénibles, mais ils se battaient. Les gens se sont mobilisés. On a eu l'appui des États-Unis qui nous ont donné du matériel, des véhicules blindés, du matériel pour déminer, etc., etc. Ils nous ont donné des appuis en termes de renseignement. Le Niger, à l'époque, était déjà dans cette coalition. Le Tchad, le Nigeria, le Cameroun. Et on a profité pour affaiblir énormément Boko Haram sur le bord du lac Tchad et à la frontière du Nigeria. Il y a des vidéos, si je vous montre là, dans mon téléphone, mais vous allez fuir, quoi. C'était chaud, hein? C'était chaud. Et donc, cette insécurité-là a baissé. Et l'insécurité commence à baisser. Donc, le Mali vous a dit la situation est sous contrôle. Le Niger vous a dit la situation est sous contrôle, mais c'est encore tendu. Le Burkina nous a dit on a encore 30% de notre territoire à reconquérir. On a reconquis 50%. On a mis une pause parce que les saisons pluvieuses, et il fallait aussi qu'on remette les populations dans les territoires. On réhabilite certains ponts qui ont été cassés suite à des pluies diluviennes, on les reconstruit, etc., etc., etc. Et on va repartir à l'offensive. On crée des nouveaux billes, on achète du nouveau matériel, on repart à l'offensive de manière qu'à la sortie, à la fin d'année, là, qu'on ait reconquis les 30% restants et qu'on commence maintenant aussi à faire rentrer les populations, etc., etc. Je pense que l'ambassadeur des États-Unis est allé rencontrer le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel et a dit que les États-Unis se tenaient aux côtés du Burkina Faso pour que la paix et surtout la sécurité reviennent sur leur territoire. Donc, dans le langage diplomatique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'Amérique est destinée à travailler, à coopérer avec eux, même s'ils ont un partenaire historique qui est la Russie. Mais l'Angola a un partenaire historique qui est la Russie. Et l'Amérique ça n'a pas empêché l'Amérique de financer le corridor de Lobito. Et comme je vous ai dit, les États-Unis ont un projet qui consiste à faire venir une ligne de chemin de fer du Caire jusqu'à Dakar au Sénégal. Et cette ligne de chemin de fer-là va traverser tous les pays du Sahel et ça va faire comme le corridor de Lobito. Ça va permettre de mettre, quels que soient les pays de la zone sahélienne, de les mettre à 30. Par exemple, la gomme arabique du Tchad peut sortir, arriver à moins de 10 jours sur le territoire américain pour que les fabricants de soda puissent utiliser pour pouvoir fabriquer des sodas, des jus d'orange, des jus d'ananas, des jus de goyave, des jus de pamplemousse, etc., etc. Non,
C'est de ça qu'il s'agit. L'ambassadeur des États-Unis a rassuré le Premier ministre Rimtaba Jean-Emmanuel et par du même coup tous les autres membres de l'AES de la coopération avec les États-Unis, de la stabilité de la coopération, que rien ne changera et qu'ils trouveront toujours une oreille favorable du côté des États-Unis. Je pense que l'ambassadeur de l'Union européenne aussi, pareil, a été reçu par le Premier ministre burkinabé, et ils ont échangé, et ça s'est très bien passé, et la coopération entre les deux pays va prendre de l'ampleur, va monter d'un cran, etc. Aussi, j'ai constaté cette semaine-là l'arrivée des membres des institutions de Bretton Woods. Par exemple, vous avez suivi ce qu'a dit notre frère sénégalais qui est le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, où la Banque mondiale a approuvé tous les programmes et le FMI ont approuvé tous les programmes qu'ont soumis le Niger, la gouvernance, les stratégies de lutte contre la corruption. Bref, tout ce que le Niger a soumis a été validé. Le Niger va bénéficier d'un premier décaissement de 51 millions de dollars. C'est comme ça que ça marche. 51 millions de dollars. Et après, tous les projets qui ont été soumis par le Niger seront financés par la Banque mondiale. Donc, dans le domaine de la route, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, etc., etc. Ce qui est une bonne chose. Donc, on retourne à la normale. Je dirais que c'est une défaite pour les gens qui ont voulu mettre le Niger, le Mali et le Burkina sous embargo éternel. C'est une défaite pour eux. Ce que j'avais dit au départ, j'avais dit que, bon, je ne vais pas trop dire certaines choses-là. Là, parce que les gens me disaient, oh, les États-Unis, j'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Les États-Unis ont une force diplomatique. Leur force diplomatique, elle s'exprime beaucoup avec les pays, je ne veux pas dire du tiers monde, mais avec les pays sous-développés. Permettez l'expression, ce n'est pas pour blesser les gens. Ils passent beaucoup par le multilatéralisme, les institutions multilatérales. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international et d'autres organes. Même quand on dit la Banque islamique de développement, la Banque islamique de développement émet des green bonds aux États-Unis à 2, 2,5% et à 2%, 1,5% même. Et les grands consortiums financiers, les grandes compagnies d'assurance achètent et ça permet à la Banque islamique de développement de faire des prêts aux pays africains à 3,5-4%, qui est un spread. Sans faire vraiment de bénéfices, en couvrant vraiment leurs charges, parce que c'est la finance islamique. Donc, les Américains dans le multilatéralisme. Et quand on voit la visite de l'ambassadeur des États-Unis au premier ministre de ces pays et le retour des institutions multilatérales qui s'engagent à redémarrer les décaissements, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que je disais à des amis que, écoutez, si vous pensez que les Américains vont attendre que les militaires fassent les élections avant qu'ils commencent à décaisser l'argent, mais vous rêvez. Tout ce qu'ils vont regarder, c'est la gouvernance. Vous commencez à avoir une gouvernance où on voit qu'on construit 400 km de route à 275 milliards, alors qu'au Cameroun, on construit les mêmes 400 km de route à 1200 milliards. La real politics des anglo-saxons, des Américains ici, là, commande qu'ils vont commencer à se mettre avec le militaire qui veut travailler. Si je mens, regardez l'histoire du Rwanda. Quand Kagame est arrivé au pouvoir, il avait après lui pratiquement tous les pays européens, à l'exception de la Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Les Américains ont fait pression au niveau des institutions multilatérales. On a arrosé Kagame d'argent et Kagame a utilisé cet argent avec une lutte contre la corruption avec la lame de rasoir. C'est-à-dire que dès que tu mets ton doigt là, tchac, ça coupe. Et quand vous allez à Kigali, vous voyez la beauté de la ville, la beauté du pays. Comparé par exemple à la RDC, vous voyez comment c'est beau, vous voyez que vraiment l'argent a servi à moderniser un pays. Ça veut dire qu'à partir du moment où le Burkina Faso fait des efforts qu'on peut voir, le Niger fait des efforts qu'on peut voir. Je vous ai parlé dans une vidéo précédente du Mali du Niger qui vous met déjà le riz, 3000 tonnes de riz sur la place publique pour vendre. Ça commence par 3000 tonnes de riz et ils disent que dans les jours qui viennent là, ils vont lancer des campagnes promotionnelles encore, ils vont aller jusqu'à 60, 100 000 tonnes de riz. Un matin, ils vont produire 2 millions de tonnes de riz, peut-être même 5 millions de tonnes de riz, ils ont l'espace.
Comme je le dis, si un pays comme le Niger met 10 000 km², ça fait 1 million d'hectares. Et si sur 1 million d'hectares, on produit 5 tonnes de riz, et 2 fois par an, ça fait 10 tonnes. Mais ça va faire combien? Calculez vous-même. 1 million par 10, ça va faire 10 millions de tonnes de riz. Ça devient une puissance, là. Parce qu'avec ce riz-là, ils peuvent nourrir le Nigeria, ils peuvent nourrir le Soudan, ils peuvent nourrir la Côte d'Ivoire, ils peuvent nourrir le Sénégal, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, les Américains en sont conscients. Ils ont des analystes au National Bureau of Economics qui sait étudier le potentiel des pays du Sahel. Ils voient. Deuxièmement, c'est quelque chose qui va être très important. Le président Donald Trump, après son élection, a rappelé à Washington Ty Bonach. Et n'oubliez jamais, je dis ça parce qu'on était dans les hearings au Congrès et tout. Ty Bonach est quelqu'un qui a toujours défendu le fait que les États-Unis, je dis, c'est quelqu'un que nous devons protéger. Parce qu'il a toujours défendu, et même après son départ de Washington, pendant 4 ans, il n'a pas cessé de le marteler. Il faut que l'Amérique investisse en Afrique. Et donc, le président Donald Trump l'a rappelé justement pour pouvoir conseiller la nouvelle administration. Parce que comme c'est lui le doyen, je crois, de la faculté de sciences politiques et juridiques de l'université d'État du Texas, je pense qu'il a certainement voulu garder un poste d'enseignant. Donc, il retourne à Washington, c'est pas loin, hein, en avion, c'est 6 heures, même pas 6 heures, je crois 4 heures, vous revenez. Donc, il va continuer à aller à Washington conseiller le département d'État pour que les États-Unis accélèrent leurs investissements en Afrique. C'est pour ça que l'ambassadeur des États-Unis a dit, rien ne changera, nous allons poursuivre. Donc, il y aura des investissements, ça va arriver. Ça veut dire que le Mali qui a le lithium, je vous garantis que les Américains sont prêts à mettre en place des processus pour... Il y a des processus, il y a des fonds d'ailleurs, il y a des lignes de crédit, il y a beaucoup de financement, beaucoup d'argent à Washington pour ça. Et rien n'a été coupé dans le executive order qui a été signé par le président Trump. Ce que je dis dans cette vidéo-là, c'est que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit le général Abdourahmane Tiani, que ce soit le président Assimi Goïta, ils doivent tout faire pour créer les conditions pour que les enfants africains qui vivent à Washington amènent les investissements et les investisseurs dans leur carré. Ouais, il n'y a pas d'animosité à Washington, etc. Il n'y a pas d'animosité au niveau des et j'ai oui dit, en lisant des notes que les gens m'ont envoyées, mais je ne suis pas encore allé sur le site du Fonds monétaire ou la Banque mondiale, que le Burkina Faso avait remboursé presque 4 milliards de dollars. Et j'ai entendu en revanche, à la sortie du responsable de la Banque mondiale, qui a dit, nous avons approuvé pour 3 milliards de dollars de financement de la Banque mondiale pour le Burkina Faso. 3 milliards de dollars, c'est 2000 milliards. Mais pas en un seul jour comme ça. Pas en un seul jour comme ça, mais le total des enveloppes dont ils vont commencer à décaisser progressivement pour que le Burkina Faso commence à travailler. Donc vous comprenez que quand on prend les réserves en or que le Burkina Faso se constitue, les ressources additionnelles provenant de la fin de la convention de non-double imposition et le retour progressif de la paix qui va diminuer les dépenses militaires dues aux opérations sur le front et les nouveaux appuis de la Banque mondiale, les gars ont les leviers en main pour faire repartir l'économie de manière très forte pendant une décennie. Parce que ce qui est valable pour le Burkina est valable pour le Niger. Vous avez vu Mohamed Lamine Zen, il a reçu le responsable de la Banque de développement de la zone sahélo-sahélienne, il a reçu les gens de la Banque islamique, il s'est rendu au Moyen-Orient, etc., etc. Bref, les gens qui sont les détenteurs de capitaux commencent à arriver dans ces pays. Pourquoi? La sécurité est là. La gouvernance est en train de revenir. Les gens qui foutaient le désordre sont désormais hors de la zone, etc., etc., etc. Voilà. Donc ceux qui disaient, ouais, bon, les pays de là, ils vont avec la Russie, qu'est-ce que ça va donner? J'espère que vous avez regardé la vidéo sur la LCI. Comment les gens ont insulté le président de la Guinée-Bissau, Ambalo. Ambalo lui-même qui a compris, il a passé un coup de téléphone. Hein, Vladimir Poutine a dit, j'interromps la réunion. Je crois que c'était un coup de communication pour provoquer les médias en France. Il a dit, j'interromps la réunion 5 minutes, je vais passer un coup de fil. Et bon, après on pensait que le coup de fil, enfin le coup de fil, c'est au président de la Guinée-Bissau, Ambalo. Parce qu'il voit bien qu'en diversifiant ses partenariats, il peut obtenir beaucoup de choses. Et je me rappelle, j'ai échangé ici avec une de nos professeurs qui a été une diplomate en Gambie au Sénégal pour demander un peu quel est le potentiel de la Guinée-Bissau. C'est énorme.
C'est énorme là aussi. Donc on est allé chercher des choses, c'est énorme. Prochainement, on va faire quelques directs pour parler aussi de la Guinée-Bissau, parce que malheureusement, on passe sur des pays comme ça, là, qui ont un potentiel énorme et qui peuvent faire de bonnes choses. Donc vous comprenez, Sissoko Ambalo, ouais, vous comprenez. Donc, on va vers un retour à la normale des relations avec les États-Unis. Les Américains, c'est des gens pragmatiques. C'est des gens qui ont une relation dans la réelle politique. Et c'est des gens qui ont une conception de la paix. La paix, on dit ici, là, il y a deux volets. Il y a le courant réaliste. Ça veut dire que j'ai la puissance militaire, tu as la puissance militaire. Nous développons nos capacités militaires, comme on dit, military capability. Military capability. À un niveau tel que si tu m'attaques, les dégâts seront considérables pour toi et tu vas plonger. Donc, comme on est les deux, on a le même niveau pour pouvoir se faire la guerre et les dégâts collatéraux pour tout le monde. Donc, ça fait régner la paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les relations multilatérales à travers le commerce, les investissements, etc. Et je vous dis, je vous redis encore que, vu la pression que la Chine, par exemple, met sur les États-Unis en termes de recherche, développement de nouveaux produits, global supply chain, expansion des marchés, les États-Unis vont mettre le pied en Afrique et travailler. Et l'un des endroits où ils entendent vraiment travailler, parce que c'est un endroit d'abord riche avec le sous-sol, c'est le Sahel. Je prends un exemple. Hein. Vous avez vu par exemple au Nigeria, au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré avait inauguré l'usine Golden Hand SA. Golden Hand SA qui donc transforme les charbons et utilise les charbons là, issus du raffinage de l'or pour fabriquer d'autres métaux, d'autres sous-métaux qui sont utilisés pour fabriquer les bijoux. Bah, je peux vous dire une chose. Le pays où vous avez le plus de bijoutiers au monde, c'est l'Amérique. Le pays où vous avez le plus de joaillerie, la joaillerie la plus développée, c'est l'Amérique. Bon, imaginez par exemple que on déplace des formations des community college où on forme les joailliers américains et on met ça au Burkina Faso. Et qu'en 5 ans, le Burkina commence à avoir des gens qui travaillent l'or. Avec tout l'or qu'ils ont dans leur sol, ça peut être des premiers exportateurs, en battant même la Chine, exportateurs de joaillerie vers les États-Unis. Vous comprenez? Donc, il y a énormément de choses. Ce que je veux aussi dire à l'attention de tous nos frères, je sais que le contexte est, bon, c'est le panafricanisme, les États-Unis sont dans l'OTAN, la France est dans l'OTAN, et la France veut le désordre. Bon, la France ne peut pas dicter la conduite à tenir aux États-Unis, c'est la première chose. Deuxième chose, les États-Unis sont dans l'OTAN, la Turquie est dans l'OTAN, et la Turquie livre des armes au Niger, au Mali, au Burkina. Des armes de précision. Je prends un seul exemple, des drones à Kenshi, des hélicoptères de combat de haut niveau. Si vous allez bien regarder, ces armes-là sont fabriquées avec la technologie et les licences de fabrication américaines qui sont détenues par les grandes firmes Northrop Grumman, Boeing, comment on appelle l'autre, Lockheed Martin, etc., etc., etc. Donc, moi, j'ai des actions de ces entreprises, dont chaque année, je reçois le rapport d'activité et je le lis. Vous vous doutez bien, parce que eux, sur certaines armes où ils ont la 13e version, ils vont considérer peut-être la 8e version en la Turquie. Ça veut dire que on va dire au pays, bon, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à Washington acheter, vous pouvez aller en Turquie. Non, vous ne pouvez pas vous méfier de l'Amérique à partir du moment où l'Amérique, la Turquie qui est dans l'OTAN, comme on dit, supply. Donc, équipe les armées pour mieux se battre et pour être fortes. Donc, etc. Donc, je pense qu'il faut que les gens relativisent. La deuxième chose, c'est au niveau de la coopération agricole. Je ne peux pas entrer dans tous les détails parce que la vidéo est bientôt à 30 minutes. Au niveau de la coopération agricole, j'aurai l'occasion de le faire, j'espère cet été, vous faire visiter un certain nombre d'entreprises agricoles aux États-Unis, voyager dans le Minnesota pour vous montrer beaucoup de choses, voyager voyager en Géorgie pour vous montrer aussi beaucoup de choses. Vous allez voir les choses, ne vous inquiétez pas. Dans le Michigan aussi, ou le School of Agriculture of Michigan, les États-Unis ont un potentiel énorme, avec un savoir-faire énorme dans les écoles d'agriculture, dans les écoles d'ingénierie, etc., qui peut être utilisé sur le continent africain comme cela a été utilisé en Chine. Donc je pense que nous avons, et aussi, retenez-le, c'est même dans la Constitution américaine,
l'Amérique n'est pas une puissance colonisatrice. C'est vrai que quand je dis ça, on va me dire, ouais, l'Irak, l'Afghanistan, mais ce n'était pas la colonisation. Il y avait autre chose que je ne vais pas parler, donc notamment en Afghanistan, la culture du pavot qui permet à l'humanité de fabriquer une drogue qu'on appelle le crack. C'est ce qu'ils sont allés détruire. Et le crack, là, n'arrive plus ici aux États-Unis. Vous l'avez vu, il n'y a plus ça. Et le crack que les dégâts ont fait, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. J'ai une petite amie ici et je lui demandais toujours, mais j'ai jamais vu ta maman. Un jour, elle me dit, tu sais, ma mère, elle avait consommé le crack, ça l'a bousillé, elle est dans une maison où elle fait une désintoxication éternelle. C'est terrible. Donc, c'est pour ça que les Américains étaient allés détruire les champs de pavots et nettoyer tout ça là pour que ça ne soit pas les filières par lesquelles remontait le crack. Ensuite, vous avez l'Irak, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a des choses que les gens ne savent pas, même quand ils bavardent dehors et tout, et tout, et tout, et tout. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Donc, ça veut dire que pour un pays comme l'Amérique qui n'est pas colonisateur et dont la colonisation est combattue dans la Constitution, il y a la place pour que les pays africains commencent à travailler avec les États-Unis pour moderniser leur tissu économique au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie, au niveau de l'énergie, attirer les capitaux parce que vous avez suivi Jamie Dimon, le CEO le CEO de JP Morgan Chase. Et il a raison, Jamie Dimon. En ce moment, vraiment, il ne fait pas bon investir. Parce que les actions sont tellement surévaluées sur les marchés. Tellement surévaluées. Il y a trop d'argent sur les marchés. Et avec le tax cut que le président Donald Trump envisage de faire, tout cet argent va encore se déverser sur les marchés. Les valeurs seront surévaluées. En revanche, si dans les pays de l'AES, le Mali, le Burkina, etc., on ramène la sécurité et que la gouvernance, elle est bonne, vous allez voir qu'il y aura des capitaux qui vont partir des États-Unis pour s'investir là-bas. Par exemple, dans les PPP, hein, les partenariats publics-privés, nos pays ont la possibilité de faire beaucoup de choses. Beaucoup d'infrastructures, dans l'eau, beaucoup d'infrastructures. Ça permet d'amener les capitaux, comme par exemple la raffinerie que le Niger va faire, d'amener les capitaux, de développer rapidement, 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 rapidement. Très vite. Et quand le pricing, comme j'ai toujours dit, est bon, 10 ans, vous avez le retour sur investissement, l'infrastructure revient pour vous et l'impact sur l'économie, ça crée ce qu'on appelle un effet multiplicateur sur l'économie. Voilà. Un effet multiplicateur sur l'économie. Donc, on va suivre ça. Hein, c'est déjà une bonne nouvelle pour l'AES, hein, le retour des États-Unis, le pledge, comme on dit, c'est-à-dire que l'engagement d'avoir une coopération saine avec tous les pays de l'AES en faveur de leur développement. Le retour de l'Union africaine, vous avez l'Union européenne, vous avez vu l'ambassadeur de l'Union européenne qui a dit voilà, nous on est de retour, on souhaiterait travailler avec vous parce que forcément quand les États-Unis sont de retour, l'Union européenne est de retour. Vous avez vu l'envoyé spécial du président chinois pour les affaires africaines qui a séjourné après le Tchad au Niger, au Mali, au Burkina. Et après cela, vous allez voir arriver d'autres d'autres pays, hein, en l'occurrence Singapour, bientôt. Donc, tout ça là, ça va permettre l'émergence d'une économie solide dans les États du Sahel. En tous les cas, nous serons là quand la Banque mondiale va faire les décaissements, que les projets vont se mettre en route et qu'il y aura des impacts sur l'économie. On sera là, comme j'ai dit, l'avenir. Hein, et ça marche, hein, parce que tout ce qu'on dit ici, les gens, dirigeants de l'AS doivent faire attention. Les gens écoutent. La semaine qui s'achève là, on est dimanche au moment où je fais cette vidéo. J'ai parlé avec 4 chefs d'entreprise ou dirigeants d'entreprise en Afrique centrale et qui disent chacun, voilà, j'ai déjà programmé avant la fin du premier trimestre, je suis en voyage au Niger, au Mali, au Burkina. Non, il y a un autre qui m'a demandé, ben, on dit qu'on arrête les gens au Niger parce qu'ils n'auraient pas signé. Non, 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 non. Je ne pense pas que la note des dirigeants nigériens veut dire que quand vous entrez sur le territoire du Niger, vous devez vous munir d'un document de voyage avec un visa. Le visa, peut-être vous le prenez dans votre pays ou vous le prenez à l'arrivée à l'aéroport. Mais vous n'entrez pas clandestinement comme ça dans le pays. Donc, on a échangé tout ça et je pense que les gens commencent à s'intéresser à l'AES et
les dirigeants de l'As ne doivent pas nous décevoir. Que ce soit Abdourahmane Tiani, président du Niger, que ce soit Ibrahim Traoré, le président du Burkina, que ce soit Assimi Goïta, le président du Mali, voilà. Nous voulons qu'ils réussissent, parce que s'ils réussissent, ce sera un game changer. Ça va pousser les autres à cesser de penser qu'ils sont le centre du monde et commencer maintenant à remuer les manches pour séduire aussi les investisseurs, voilà. Et créer les conditions dans leur pays pour que les investisseurs viennent travailler. Vous ne pouvez pas être un pays où vous avez une seule usine de fabrication de bouteilles en verre, comme le Cameroun, alors qu'il y a au moins 16 personnes qui peuvent fabriquer les bouteilles en verre. Si on fabriquait les emballages en verre, il n'y aurait plus un seul kilogramme de tomates perdues dans les campagnes camerounaises. Parce qu'on vendrait les bocaux en verre, les gens achèteraient, ils mettraient les tomates, ils mettent une pincée de sel, un peu de poivre et un truc de céleri là, ils ferment et ils stérilisent. Et quand la contre-saison arrive comme maintenant, ils vendent ça sur les marchés. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour une raison que je ne veux pas dire là. Je n'aime pas trop salir mon pays quand je parle et que ça peut être regardé à l'extérieur. Voilà. Donc, je vous remercie, vous tous qui avez suivi cette vidéo. Hein, je vous prie de vous abonner sur nos 3 plateformes X, sur nos plateformes Facebook et sur nos plateformes YouTube, de partager la vidéo, de mettre surtout un like sur la vidéo afin que YouTube puisse la recommander au Facebook au maximum de personnes, de laisser vos commentaires. Je sais que le sujet est sensible, beaucoup de gens n'osent pas y aller, mais j'y suis allé en mettant des gants hein, pour éviter que ça n'énerve les gens parce que le risque d'être incompris est énorme. Mais partagez vos impressions en commentaire en restant courtois, s'il vous plaît, pour que l'administrateur ne vous bloque pas. Voilà. Et souscrivez notre membership ou bien faites un don sur notre tank pour le développement de la chaîne. Parce que cet été, on envisage de vous montrer beaucoup de choses sur le terrain. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable semaine. Prenez soin de vous et restez scotchés sur la chaîne du savoir. Bye.